Parcoursup, ça fonctionne en 3 phases. Il y a une première phase de formulation des vœux. Je vous montrerai le calendrier après. Ça, c'est une phase où vous allez être très actif. C'est le moment où vous allez rentrer vos vœux sur la plateforme. Je vais vous expliquer dans quelques instants ce que c'est un vœu, ce que c'est un sous-vœu, comment ça fonctionne, combien vous en mettez. Mais là, c'est votre phase à partir du 18 janvier jusqu'au mois de mars où vous avez la main sur Parcoursup. C'est vous qui êtes vraiment partie prenante et c'est là où vous allez, par exemple, rédiger vos lettres de motivation. On va en parler dans quelques instants. Vérifier que vos informations de bulletin sont correctes parce que normalement, les bulletins sont remontés par vos établissements. Mais il y a toujours des petits bugs, donc vous devez voir un peu les bulletins, vérifier que tout est bien complété dans votre dossier Parcoursup. C'est cette période qui est cruciale puisque c'est finalement votre dossier qui va remonter. Je vous raconterai dans quelques instants comment les dossiers ils sont un peu évalués parce que j'ai un peu l'oreille qui traîne dans les jurys d'évaluation des dossiers. Mais c'est ce moment-là où vous allez un peu jouer votre Parcoursup. Si vous mettez pas assez de vœux, si vous mettez que des vœux sélectifs, si vous n'êtes pas suffisamment opérationnel, c'est là où ça peut un peu bugger pour vous. Et c'est là aussi où, alors je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais tous les ans on entend des gens qui disent ils ont rien sur Parcoursup. Vous entendez ça, genre ils se connectent après quand ils ont les résultats, ils se retrouvent en panique, etc. Ça c'est le truc que je vais vous éviter. Parce qu'en fait Parcoursup, si vous mettez par exemple, si vous vous dites bah, moi, j'ai que envie de faire le BTS de l'IFAG, je mets que BTS IFAG et que vous êtes refusé au BTS de l'IFAG, derrière, c'est fini pour vous. Et quand c'est fini pour vous, il y a une procédure complémentaire qui a lieu pendant l'été, je vous en reparlerai tout à l'heure, où c'est des écoles qui reproposent des places et il y a le rectorat aussi qui peut vous mettre dans des formations, mais c'est des trucs, des fois, c'est un peu délirant. Moi, j'ai connu un jeune, il voulait faire des BTS photographie. Donc, il avait mis plein de BTS photographie sur Parcoursup, sauf qu'en fait, il n'avait pas le niveau et il n'avait pas de plan B. Lui, c'était BTS photographie ou rien. Quand Parcoursup est arrivé, il a été refusé de tous les BTS. Bon, il n'en avait pas mis plein, il en avait mis 5-6. Il a été refusé de tous les BTS photographie. Du coup, il a fait appel au rectorat, parce que vous avez l'option de dire au rectorat, aidez-moi et tout. Et du coup, ils l'ont mis dans un BTS production. Mais pas production audiovisuelle, BTS production, genre chaudronnerie, des choses comme ça, parce que c'est là où il restait de la place. Et donc, il était un peu en peine. Je crois qu'il a fini par trouver une école, donc ça s'est bien passé pour lui. Mais c'est pour vous expliquer qu'en fait, dès à présent, il faut réfléchir au plan B, au plan C, au plan D, au plan E, au plan Z, parce que si vous réfléchissez pas assez à ça, à la fin, on vous propose les places qui restent. Alors des fois, il y a des bons plans, il y a des places sympas, il y a des écoles qui proposent en procédure complémentaire, mais parfois, c'est plus compliqué. Donc justement, c'est dès à présent, dans cette première phase de formulation des vœux, que vous allez devoir dire, OK, je maximise le nombre de vœux, comme ça, je vais avoir des trucs. Je vais revenir dessus, ne vous inquiétez pas. La deuxième phase, c'est le tri des candidatures. Et ça ressemble vraiment à ça. Ça, c'est une photo d'un conseil de classe. Voilà, c'est tous les administratifs qui se réunissent, c'est ça. Ils prennent les dossiers et puis ils analysent avec leurs petits critères. Et à la fin, le but de Parcoursup, c'est simple. Ils reçoivent une liste de candidatures, un fichier Excel avec tous les candidats. Et leur but, c'est de faire une liste de candidatures triées. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, pour arriver à la dernière phase, qui est la phase d'admission, où vous allez recevoir la proposition de la part de l'établissement et où vous allez devoir répondre. Et on va voir que les phases de réponse aussi, il y a des pièges à tous les instants de Parcoursup. La phase de réponse, c'est un peu comme un jeu vidéo, mais vous savez, les jeux vidéo où vous appuyez là, enfin, c'est pas les jeux vidéo du coup, mais il y a un jeu, enfin, j'avais ça quand j'étais petit, je sais pas si ça existe, genre, c'est un gros chien avec des dents, on appuie sur la dent, et puis à un moment, on appuie sur une mauvaise dent et la bouche, elle se referme. Je sais pas si vous voyez le truc comme ça, on appuie, ou des crocodiles, des choses comme ça. Parcoursup, parfois, c'est un peu ça. Vous faites des trucs, vous appuyez sur un bouton et bam, ça se referme sur vous. Et c'est horrible dit comme ça, mais vous inquiétez pas, mais il y a des pièges. Par exemple, le piège le plus fréquent. Je vous en reparlerai dans quelques instants. Mais vous avez des délais pour répondre aux propositions qu'on va vous faire. Je vais vous expliquer tout ça. Mais pour que vous compreniez, on vous dit par exemple, vous avez 3 jours pour répondre à la candidature qui vous est faite. Si vous ne répondez pas dans les 3 jours, vous êtes démissionnaire, c'est-à-dire que vous perdez tous vos vœux. On considère que du coup, voilà, vous n'avez pas envie de faire. C'est-à-dire que si Parcoursup considère que ne pas répondre, c'est pas dire genre je suis pas intéressé, c'est dire je ne veux plus faire d'études. Alors heureusement, et parce que je vous dis ça, on peut se dire c'est hyper anxiogène, moi le but aussi c'est pas de pas vous angoisser avec Parcoursup. Sachez que vous avez 5 jours quand vous avez des petites bêtises, j'allais dire un gros mot, mais des bêtises qui arrivent sur votre dossier, vous avez 5 jours pour faire appel. Vous écrivez à Parcoursup, ça retenez-le bien parce que il peut y avoir un truc, dans la majorité des cas il se passe rien, mais vous avez 5 jours pour écrire à Parcoursup et dire oh là là, j'ai perdu tous mes vœux, réaffectez-moi, et ils vous réaffectent. Ça, c'est un truc, autant Parcoursup a quelques défauts, autant ça, c'est un truc qui est positif, c'est le droit à l'erreur. C'est comme quand on oublie de faire sa déclaration d'impôt dans les temps, des choses comme ça. Bon, on peut écrire et dire pardon, désolé, c'est la même chose. Vous connaissez?
Je, je fais un peu de phobie administrative. C'est vrai en plus. Et donc voilà, et donc là c'est le tri des candidatures et la troisième phase, la phase d'admission. Vous recevez les réponses et vous allez répondre aux propositions. Je vais revenir en détail sur chacune de ces phases, comme ça vous allez avoir toutes les infos. Là c'est vraiment l'intro. Le calendrier, vous l'avez normalement, mais je vous le remets. 18 janvier, 9 mars, l'inscription sur Parcoursup et la formulation des vœux. N'attendez pas le 9 mars pour faire vos vœux parce que les serveurs ils saturent, c'est hyper angoissant. À 23h30, tout le monde est connecté en même temps, ça plante et ils sont obligés de laisser 24 heures en plus parce que les gens ils sont pas contents. Donc si vous avez fini le 1er mars, c'est bien, revenez pas dessus, faites ça avant le 9 mars. Après le 9 mars, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez plus rentrer de vœux sur la plateforme. Après le 9 mars, c'est terminé, vous avez encore votre dossier, mais vous pouvez plus ajouter de vœux. Et ils ont réduit un peu la date, donc début mars, il faut que tous vos vœux soient remplis. Et vous faites bien attention parce que il y a remplir ses vœux, mais chaque vœu, une fois que vous l'avez mis sur Parcoursup, il y a une deuxième étape qui est confirmer le vœu. C'est tout bête, hein, il faut appuyer sur un bouton, dire je confirme le vœu. Si vous ne faites pas ça, le vœu, il est considéré comme nul. Enfin, en gros, c'est comme si vous n'aviez pas fait ce vœu. Donc quand vous avez rempli votre dossier, quand vous remplissez un vœu, hop, vous notez les infos, la lettre de motivation, il faut bien cliquer sur confirmer, sinon vous le perdez. Et ça, cette confirmation, vous avez un peu plus de temps, vous avez jusqu'au 6 avril. C'est-à-dire que le 9 mars, vous ne pouvez plus rentrer de nouveaux vœux, mais vous pouvez continuer à modifier votre lettre de motivation, à ajouter des éléments, etc. Et ensuite, vous confirmez. Et par contre, à partir du 6 avril, tous les vœux que vous n'avez pas confirmés, vous les perdez. Donc retenez bien, moi le conseil que je vous donne, c'est de tout faire avant le 9 mars, comme ça vous n'y pensez plus, les lettres de motivation sont faites, etc. Mais si vous avez besoin de plus de temps pour les lettres de motivation, que c'est plus compliqué, etc., 6 avril. Ensuite, avril, mai, c'est des moments où là vous avez moins les cartes en main, c'est le moment où les formations, elles ont toutes les candidatures et elles commencent à regarder ce qui se passe, etc., à vous faire passer parfois des entretiens. Vous allez peut-être passer des concours, il y a certains concours qui sont disponibles, des concours d'école, etc. Tout ça, ça se passe en 2 mois, avril-mai. Donc ça, il faut être prêt. C'est des moments où vous allez peut-être être sollicité pour passer des oraux, des visios, des concours, etc. Donc préparez-vous à ça. Adaptez votre emploi du temps par rapport aux vacances, aux choses comme ça, pour être plutôt disponible pour rencontrer les écoles. Et puis, du 1er juin au 13 juillet, c'est les réponses des formations dans ce qu'on appelle la phase principale. Donc, c'est la première phase avec les vœux que vous avez faits. Mi-juillet, je n'ai pas encore la date, il y a la procédure complémentaire. Je vous en parlais tout à l'heure, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais cette procédure complémentaire, elle s'ouvre à peu près vers mi-juillet. Ça, c'est le calendrier. Jusque-là, tout est clair? Il n'y a pas encore d'interrogation? Non? Il y a une question? Non, c'est bon? Nickel. Vous n'hésitez pas. Alors, je vous le disais, on va zoomer sur les 3 phases. Je vous ai dit, il y a 3 phases importantes. On va zoomer sur chacune des phases. La première phase, du coup, c'est la phase qu'on appelle la phase de candidature auprès des formations. Vous allez soumettre vos dossiers aux écoles, aux facs, aux lycées pour les BTS et les DUT parfois, aux universités qui vous intéressent. Là, la règle à retenir, alors bon, c'est pas à voir par cœur, mais c'est pour vous donner des trucs, enfin les idées. 10 vœux, 20 sous-vœux, 10 sous-vœux max par vœu. Un vœu, qu'est-ce que c'est dans la logique de Parcoursup? Là, c'est le moment le plus compliqué. Un vœu, c'est une candidature dans un intitulé de formation. BTS informatique, BTS NDRC, licence STAPS, licence d'informatique, licence de lettres modernes. Ça, c'est un vœu. Donc, un vœu, c'est une formation générique. Un sous-vœu, c'est un établissement spécifique dans lequel vous voulez faire votre formation. Un BTS informatique, il y a le lycée Rosa Parks à Montgeron. Ça, c'est mon premier sous-vœu. Il y a l'école Epitech BTS informatique, deuxième sous-vœu. Il y a l'école Nanin, troisième sous-vœu, etc., etc., etc. Donc ça, c'est le vœu. Ça, c'est les sous-vœux. Vous pouvez faire au total 10 vœux. Vous pouvez aller jusqu'à 20 sous-vœux au total, mais pour chacun des vœux, vous ne pouvez pas dépasser les 10 sous-vœux. OK ? Donc ça, c'est sur le Parcoursup initial. Vous avez un autre Parcoursup que vous allez sans doute utiliser, c'est le Parcoursup pour l'alternance. Parce que je sais qu'ici, les BTS sont faits en alternance. Qui veut faire de l'alternance l'an prochain, du coup? Donc quasiment tout le monde veut faire de l'alternance. Le fonctionnement, il est similaire
à tout ce que je vais vous dire. Moi, je focalise beaucoup sur l'initial, mais on va parler aussi de l'alternance. La seule différence avec l'alternance, c'est que le calendrier il est un peu différent. Vous avez plus de temps et c'est des vœux que vous allez formuler à côté. Donc, vous verrez sur Parcoursup, vous avez IFAG, donc vous avez la partie entre guillemets en initial, parce que le BTS, vous pouvez le faire sans alternance ici, ou vous pouvez le faire en alternance. En alternance, le calendrier il est plus long, puisqu'il n'y a pas toutes les deadlines, mais calquez-vous sur les autres deadlines, c'est-à-dire faites les candidatures au même moment, etc., etc. Après, tout le reste, c'est exactement la même chose, sauf que le décompte des vœux et des sous-vœux, il est fait séparément. C'est-à-dire que vous avez 10 vœux en initial et 10 vœux en alternance. Donc, c'est deux procédures un peu parallèles, mais tous faits au même endroit. Quand vous allez donc candidater sur Parcoursup, on va vous demander ce qu'on appelle le projet de formation motivée. Donc, le projet de formation motivée, vous le savez, c'est la lettre de motivation que vous devez écrire pour chacun des sous-vœux. La lettre de motivation, elle doit faire 1500 caractères. OK ? Tous les ans, on voit sur TikTok des gens qui disent « Ah, regardez, j'ai mis n'importe quoi, j'ai été pris dans ma formation et tout. » Bon, ne tentez pas le diable. Sachez qu'en tout cas, à minima, à l'IFAG, ils lisent les lettres de motivation. 1500 caractères, c'est plutôt court. Dans le domaine du journalisme, on appelle ça un feuillet, donc c'est même pas une page. En 1500 caractères, il faut raconter un peu qui vous êtes. Et l'objectif, l'idée de cette lettre de motivation, alors vous avez des modèles sur Internet, vous pouvez demander à ChatGPT de le faire, puisque maintenant ChatGPT, il fait tout. Moi, je vous déconseille ça. Moi, je vous conseille de vraiment faire un truc personnalisé pour chacune des formations que vous avez. Et l'idée que vous avez derrière dans cette lettre de motivation, c'est pas de faire Madame, Monsieur, actuellement titulaire bientôt du baccalauréat, je porte à votre connaissance. Faites pas un truc genre en poulet. Faites un truc très précis. Expliquez en gros pourquoi vous candidatez à l'école. Qu'est-ce qui vous intéresse concrètement dans le diplôme en question? Information en plus que vous pouvez mettre dans une lettre de motivation. Si par exemple vous candidatez à l'IFAG, vous allez candidater à l'IFAG, que vous êtes venu à une JPO, eh ben notez-le. Ça, c'est des points en plus pour vous. Vous dites, bah voilà, en plus j'ai eu l'occasion de vous rencontrer dans une JPO, ça m'a permis de conforter mon choix, j'ai beaucoup apprécié les échanges qu'on a eus, etc., etc. Donc vraiment l'idée qu'il faut vous dire, c'est que c'est pas un truc, il faut pas que ça soit solennel, que vous mettiez, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les plus distingués, mes meilleures salutations. Ça, c'est too much. Il faut vraiment aller droit au but parce que vous avez finalement pas beaucoup de caractères et expliquer concrètement ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît et qui vous êtes. Si vous avez un grand frère, un cousin, une cousine qui a fait la formation et que ça vous plaît, ce qu'il vous raconte, vous pouvez le mettre. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a suivi cette formation et je trouve que bah voilà, la carrière qu'il a m'intéresse, etc. J'en ai beaucoup entendu parler, donc voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle le CV global. Donc, c'est plusieurs questions que vous posez. Ça change un peu tous les ans, les questions qu'ils vous posent. Mais en gros, ils vont vous demander deux choses. Ils vont vous demander d'un côté vos expériences professionnelles. Donc ça peut être les stages de troisième que vous avez fait, les jobs d'été, si vous filez un coup de main à un oncle, à une tante qui a une boutique, qui a une entreprise. Donc tout ce que vous avez fait qui est professionnalisant. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un peu les engagements. Et là, souvent, les jeunes, ils se disent, je suis pas, enfin les jeunes, vous quoi, je parle comme un vieux maintenant, les jeunes. Les enfants que vous êtes, vous vous demandez souvent qu'est-ce qu'on met dans l'engagement, Là, il faut vous dire que il faut mettre un maximum d'informations. C'est pas obligé, déjà ne mentez jamais, parce que ça peut se savoir. Il y a des gens qui s'amusent à dire, ah ouais, je suis engagé, je sais pas, à la gendarmerie, je suis volontaire, voilà. Bon, ça, si vous passez des euros et qu'on vous questionne dessus et que vous êtes en difficulté, ils vont le voir. Ça se voit vite, donc ils vont pas forcément le chercher, mais si vous êtes en difficulté parce que vous avez menti là-dessus, c'est dommage. Donc vraiment, soyez très honnête, mais ne vous dites pas qu'il faut que ça soit forcément des trucs de dingue, quoi. Des engagements associatifs, bénévoles, ça peut aussi être des passions. Exemple, si vous êtes sur TikTok, par exemple, que vous avez un compte TikTok, vous avez plusieurs milliers d'abonnés. Bon, c'est pas forcément une expérience professionnelle, mais c'est plus un engagement, c'est quelque chose, c'est une passion assez forte, parce que c'est bénévole, parce que vous touchez peut-être pas forcément d'argent, mais vous devez entretenir une communauté, vous devez publier assez souvent des contenus vidéo, des choses comme ça. Donc ça peut être quelque chose à valoriser. Si vous avez une chaîne de stream, même si vous avez 150 abonnés, mais que vous faites des streams assez régulièrement sur un jeu que vous aimez bien, World of Warcraft par exemple, ça fait vraiment vieux de dire ça comme ça, mais bon, vous pouvez mettre que vous êtes sur WoW et que vous faites des LAN assez régulièrement.
Voilà, je fais semblant de connaître un peu le vocabulaire. Bref, tout ce que vous avez, mais ça peut être aussi des cours de théâtre que vous prenez, ou si vous faites de la danse, ou si, voilà, tout ce que vous pouvez faire à côté et qui fait de vous, parce que quand on est au lycée, on se dit forcément, ah ben non, mais je fais pas grand-chose, j'ai les cours. Mais non, vous avez des choses, ou je sais pas, vous faites je sais pas ce que vous pouvez faire avec vos potes, des concours, des choses, bah voilà, tout ce que vous faites à côté des cours et qui est valorisable, c'est des choses qu'ils vont lire aussi. Parce qu'en fait, il faut se dire que quand on fait un dossier comme ça sur Parcoursup, il y a un côté un petit peu anonyme, on ne sait pas trop qui vous êtes des notes, vous êtes des résultats, etc. Là, ils ont besoin de comprendre un peu qui vous êtes à côté de vos résultats scolaires, comment l'extrascolaire peut vous apporter des choses. Vous avez un onglet aussi qui est très important, qui est l'onglet Ma préférence. Vous le verrez, hein, quand vous remplissez vos informations, vous passez. À un moment, il y a quelque chose qui s'appelle Ma préférence. Ma préférence, si vous explique, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire, parce que vous savez, sur Parcoursup, les vœux, vous ne les triez pas les uns par rapport aux autres. Mais vous devez quand même, dans Ma préférence, noter de tous les vœux que vous avez, qu'est-ce que vous préférez dans tout ce que vous avez mis. Pourquoi? Ça, c'est une information que les écoles auxquelles vous candidatez n'ont pas accès. Elles ne verront pas quelle est votre préférence. Ça servira dans un cas, dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure, mais qui ne vous arrivera pas parce que vous allez écouter les conseils que je vais vous donner. Si jamais vous vous retrouvez sans rien à la fin de Parcoursup, c'est cet onglet que le rectorat va regarder pour essayer de vous placer quelque part. Si vous mettez, moi j'ai très envie de faire un BTS NDRC, il va essayer de vous trouver une place dans une formation qui ressemble, même si ce n'est pas BTS NDRC, le rectorat va essayer de rester un petit peu à l'écoute de ce que vous voulez faire. Parce que si vous avez mis plein de choses, un BTS, un BUT, et que vous êtes refusé partout, ils vont essayer de comprendre un petit peu où est-ce qu'ils peuvent vous placer pour vous aider à vous en sortir. La clé dans cette phase-là, s'il y a une seule chose qu'il faut retenir, c'est ce conseil que je vais vous donner, et c'est vraiment le conseil le plus important, c'est de maximiser le nombre de vœux que vous allez faire. C'est-à-dire que sur Parcoursup, vous avez vu, vous avez 10 vœux, 10 vœux, 20 sous-vœux, etc., etc. Si vous ajoutez des concours d'école, par exemple, vous passez des concours d'école de commerce, ça vous ouvre la porte à plein de vœux différents. En fait, c'est pas décompté. On peut aller jusqu'à 160 sous-vœux, en fait, parce qu'il y a certains vœux qui sont pas comptés comme des sous-vœux. Enfin, c'est très bizarre. Mais bref, le but, c'est d'en mettre le plus possible et de vous dire, OK, si je suis pas pris dans ça, on sait que vous avez des formations que vous avez très envie de faire, mais si jamais vous n'êtes pas pris, qu'est-ce qui peut être proche et qui peut vous intéresser? Par exemple, je ne sais pas, si vous avez très envie d'aller plutôt dans le domaine commercial, vous avez beaucoup de formations sélectives. Les formations sélectives, c'est les BTS, les BUT, certaines licences, les doubles licences, les bachelors, les prépas, etc. Ça, c'est des formations sélectives. C'est-à-dire qu'elles ont le droit de refuser des candidats. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent sans rien. C'est qu'en fait, ils mettent plein de formations sélectives et ils sont refusés à toutes les formations sélectives. Et à la fin, ils n'ont plus rien. Et il faut prendre le temps d'ajouter aussi des formations non sélectives. Et les seules formations non sélectives qu'il y a, ce sont les licences à la fac. Alors, je sais que vous n'avez peut-être pas forcément envie d'aller à la fac, mais il vaut mieux que dès à présent, vous vous disiez « Ok, je vais mettre tous mes BTS, tac, tac, tac », et puis vous rajoutez une licence éco-gestion, une licence droit, enfin quelque chose qui peut vous intéresser. Pourquoi? Parce que si jamais vous êtes refusé partout, la fac ne peut pas vous refuser. C'est impossible. Donc forcément, vous aurez une place à la fac. Et il vaut mieux que vous passiez 6 mois à la fac et qu'après vous fassiez des admissions parallèles, parce qu'il y a plein d'écoles qui sont ouvertes au bout de 6 mois, au mois de février, qui recrutent à nouveau. Et des BTS, des choses comme ça, des bachelors en alternance. Donc il vaut mieux que vous ayez un plan Z pendant 6 mois, ça ne vous plaît pas forcément, mais bon, la fac ça peut être bien aussi, mais c'est peut-être pas forcément ce dont vous avez envie, vous voulez de l'alternance. Mais il vaut mieux que vous ayez 6 mois où vous soyez quelque part, plutôt que 6 mois où vous ne sachiez pas trop quoi faire, où vous vous retrouvez dans une formation qui ne vous plaît pas du tout. Donc dès à présent, et c'est le vrai conseil, là à partir du 18, quand vous allez commencer à remplir vos vœux, vous en mettez le maximum. Essayez de vous dire dans quoi je peux aller. Et puis, vous allez voir, il y a un point qui est très intéressant et qui va vous permettre d'avoir les infos, c'est sur chaque vœu, vous allez pouvoir accéder aux chiffres clés. Sur la plupart des vœux, vous avez cette info qui vous permet de savoir si la formation elle est très sélective ou pas. C'est le taux d'accès. Ça doit être votre base de repère. Il faut que vous cumuliez, donc le taux d'accès, il vous explique, il l'explique de manière très bizarre, donc je vais l'expliquer avec mes propres mots. 63%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 63% des personnes qui ont mis le vœu ont reçu un oui, donc ont été acceptées. En fait, c'est le taux de sélection. Quel est le pourcentage des gens qui font un vœu et qui sont acceptés? Donc vous, quand vous allez faire... Alors, l'info, elle n'est pas disponible sur tous, parce qu'il y en a, c'est des créations. Quand c'est une création, on ne le voit pas, mais c'est disponible dans beaucoup de formations.
Quand vous voyez 63%, c'est plutôt haut. Ça veut dire que 63% des gens sont acceptés. Donc, c'est une formation qui n'est pas hyper sélective. Normalement, les facs, ça doit noter 100%. Mais par contre, quand vous avez des formations où il y a noté, comme ici, 20%, là, ça veut dire qu'on est dans une formation qui est assez sélective. C'est-à-dire que seuls 20% des gens qui ont candidaté ont été acceptés. Et du coup, si dans votre Parcoursup, vous vous retrouvez qu'avec des formations qui ont 18%, 20%, etc., et que vous n'avez pas des formations qui ont des taux d'accès assez élevés, ça veut dire que vous avez de fortes chances d'être refusé partout parce que vous mettez des formations qui en sont très sélectives. Et en même temps, ce chiffre, il peut aussi, quand les taux d'accès sont trop hauts, genre 90%, 91%, là, il y a une deuxième méfiance qu'il faut que vous ayez, c'est qu'il faut que vous vous demandiez, attendez, c'est peut-être un peu bizarre, genre pourquoi tout le monde est reçu ? Et là, ça peut être parce qu'en fait, c'est pas une très bonne formation, parce que les frais de scolarité sont très élevés, etc., etc. Donc, c'est aussi un indicateur qui vous permet de, entre guillemets, vous méfier. Alors, quand les formations sont sur Parcoursup, c'est déjà un gage de qualité. Ça veut dire que, bon, elle a quand même des accréditations, elle est reconnue, etc. Mais regardez un petit peu pourquoi il y a trop de monde qui est pris. C'est un peu bizarre. Mais en tout cas, le taux d'accès, c'est vraiment votre critère qui doit vous permettre de vous dire, ça doit être un warning. Si d'un seul coup, vous avez des formations où il y a des taux d'accès qui sont trop bas, c'est bizarre. Normalement, c'est ce que je dis est vrai. Si je mets une licence, genre en gestion, le taux d'accès, il doit être très élevé. Si ce n'est pas le cas, je change de métier. Ça ne va pas être le cas, je sens. Voilà. On est à 100%, 68%. Alors, quand c'est à 68%, ça veut dire que c'est des doubles licences en général. Donc, retenez bien que le warning, c'est si vous avez des taux de sélection qui sont des taux d'accès qui sont vraiment trop faibles à chaque fois, ça peut présenter une vraie difficulté pour vous et pour être admis à la rentrée. Donc ça doit faire partie de vos critères. Je reviens là-dessus. Donc, maximiser le nombre de vœux. Les entretiens, alors, je vais y revenir dans une deuxième phase. Est-ce que là-dessus, c'est clair sur cette histoire vœux, sous-vœux, le nombre de vœux que vous voulez faire, etc. Donc ça, on s'est dit dans le calendrier, ça termine le 9 mars. Donc cette phase-là, elle termine le 9 mars. Toutes les lettres de motivation, etc. ne sont pas forcées d'être bouclées au 9 mars, mais je vous conseille quand même de l'avoir terminé. C'est le 6 avril qu'il faut avoir vraiment tout bouclé, mais le plus tôt c'est terminé, le mieux c'est. La deuxième phase, je vous le disais tout à l'heure, c'est la phase de tri des candidatures par les formations. Donc, vous avez rempli vos dossiers, etc. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous envoyez vos dossiers de candidature ? Les écoles, elles reçoivent comme des espèces de gros fichiers Excel avec tous les candidats et elles ont toutes les informations. Elles ont vos moyennes dans chaque matière, les moyennes aux épreuves anticipées, les moyennes au contrôle continu, le rang que vous avez dans la classe. Elles ont toutes ces informations-là. Elles ont d'autres informations qu'elles vont prendre en compte. Vous avez normalement récemment eu une fiche dialogue pour le premier trimestre. Est-ce que vous avez rempli une fiche où vous disiez un petit peu vos souhaits d'orientation ? Ça vous dit quelque chose ? Ok. En fait, il faut savoir que pour chaque vœu que vous allez faire, vos enseignants vont remplir ce qu'on appelle la fiche avenir. Je vous explique. Vous êtes en terminale avec des enseignements de spécialité scientifique. Vous avez genre 4 sur 20 en SVT. Ce n'est pas une matière qui vous va, vous n'aimez pas. Vous décidez de candidater à une école d'ingénieurs en biologie, parce que vous avez le sens de la contradiction. Votre prof de SVT va voir passer ça. Donc, il doit remplir une fiche à venir sur chacun des vœux que vous faites. Donc, il y a beaucoup d'informations à remplir. Donc, il voit que vous faites vos vœux et puis d'un seul coup, il tombe sur l'EBI, l'école de biologie industrielle. Vous avez rempli un vœu sur l'EBI. Lui, en tant que prof de SVT, sur chaque typologie de vœu, il doit donner son avis. Parce que c'est une information qu'après l'école va avoir. Donc, il doit dire qu'est-ce qu'il pense du fait que vous ayez candidaté à l'EBI. Et bien, il va noter en toute transparence, il va dire... je pense qu'il n'a pas ses chances dans une formation en biologie, c'est pas fait pour lui, il a des résultats assez médiocres en SVT. Par contre, le prof de bio, donc il voit passer que vous avez mis une licence de français, enfin de lettres modernes, et bon, vous n'êtes pas très bon en bio, par contre, c'est vrai que vous écrivez bien. Vous avez une belle orthographe, vous avez des belles tournures de phrases, et donc il peut noter, le prof, malgré des résultats un peu décevants en biologie, j'observe quand même qu'il y a des capacités littéraires et donc je trouve que le projet est plutôt cohérent. Qu'il aille pas en bio, mais après le reste, moi ça me dérange pas. Et donc c'est pour ça, cette fiche à venir, moi je me rappelle que j'étais nul en physique, j'avais mis des licences de physique, parce que vous y avez accès après, et vous verrez donc les appréciations de vos profs.
Et vraiment, moi, je ne savais pas à l'époque que les profs avaient accès. Et moi, j'avais mis mais beaucoup de choses. Et ma prof de physique avait mis, je ne comprends pas ce vœu. Et moi non plus, j'avais pas trop compris le vœu. Mais bon, je l'avais mis quand même parce que je trouvais ça bien d'avoir plein de vœux. C'était assez sympa. Donc voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les formations, elles ont déjà des informations de vos profs qui sont, en plus des lettres de motivation, en plus des choses comme ça, il y a cette information-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si dans votre fiche dialogue, vous avez mis que vous vouliez faire une typologie de formation et que finalement ça a un petit peu changé, et bah c'est peut-être le moment d'aller parler notamment à vos profs principaux en leur disant bah tiens, vous savez, j'ai mis des choses, ça a un peu changé pour pas qu'ils soient surpris. Et à l'inverse, ça peut aussi valoir le coup, parce que maintenant que vous savez que les profs mettent des appréciations, si vous avez mis une formation qui demande un niveau élevé en maths et que vous avez peur que votre prof de maths voilà, trouve pas ça, allez le voir et parlez un petit peu, ça permet de nouer le dialogue. C'est pour ça que ça s'appelle fiche dialogue. N'hésitez pas à aller voir individuellement vos profs en leur disant, alors pas en les menaçant et en leur demandant de mettre une bonne appréciation, mais juste leur expliquer votre projet. Je sais que nanan, mais voilà, j'ai prévu de bien travailler sur les maths. Je sais pas si vous avez vu, mes notes elles ont augmenté. Donc voilà, c'est pour ça vous allez voir sur Parcoursup que j'ai mis cette formation-là. Il y a le distinguo que je vous ai fait entre formation sélective versus non sélective. Bon, il y a sélectif et non sélectif sur le papier, mais vraiment ce taux d'accès, ça doit être votre mantra. Ça doit vraiment vous guider pendant toute cette procédure. Une petite info qui... bon, c'est une info bonus. Ça va pas changer votre vie de le savoir, mais quand même, ça vous permet de comprendre un peu la philosophie de Parcoursup. Les formations, quand elles reçoivent des candidatures, qu'elles soient la fac, enfin toutes les formations, elles ont un objectif, ça va être de trier les candidats selon les critères qui leur sont propres. Alors après les critères, vous allez voir sur Parcoursup, ils commencent un peu à expliquer plus. On va regarder les résultats, etc. Donc vous verrez, prenez le temps de bien regarder dans les formations parce que ça vous permet de savoir. Donc chaque formation va faire son propre tri, et après il numérote, hein. Numéro 1 c'est lui, numéro 2 c'est lui, numéro 3 c'est lui, numéro 4 c'est lui, numéro 5 c'est lui, etc., etc. Mais le tri que va faire la formation, ça n'est pas le tri qui va être utilisé pour être appelé. Parce que, et là c'est les députés, hein, c'est la loi ORE, Orientation et Réussite des étudiants, qui a mis 2 critères. Et en fait, si ça vous intéresse ce que je vais dire, parce qu'il y a un des 2 critères qui vous touche, vous, perso. Le premier critère, c'est un critère de taux de boursier. Ça concerne toutes les formations. Dans chaque formation, le rectorat dit il faut que vous ayez au moins 5%, 10%, 20%, quelle que soit la formation. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que Parcoursup va scanner la liste de candidats et va faire remonter des dossiers de boursiers en disant attends, là on n'est qu'à 2% de boursiers, et donc ils vont faire remonter pour respecter les équilibres. Donc ça arrive qu'un étudiant boursier, il est classé centième, mais il n'y a pas assez de boursiers avant, et ben il revient, il va être mis 10e parce que c'est par tranche, bon bref. Donc c'est les boursiers qui remontent, et ça concerne les formations sélectives et les formations non sélectives. Donc j'appelle formation sélective, BTS, enfin toutes les formations sauf la fac, et formation non sélective, c'est les licences à la fac. Il y a ensuite un deuxième critère, et là ça ne concerne que les formations à la fac, mais ça peut vous concerner, pardon. Je vous disais tout à l'heure, il faut maximiser et il faut trouver des formations à la fac qui peuvent vous intéresser. Si jamais vous êtes pris nulle part, il vaut mieux faire une licence éco-gestion que de rien faire. Mais il y aurait peut-être une stratégie de se dire, franchement, si je suis pris nulle part, j'ai envie de faire la fac. Donc vous êtes du coin, peut-être vous êtes parisien, vous êtes de région parisienne, et vous dites, franchement, je candidate à des écoles à Paris, mais si je suis pris nulle part, j'ai envie d'aller à Marseille. Donc je vais me mettre que des licences à la fac de Marseille. Et là, vous tombez, vous savez, tout à l'heure, je vous disais, tac, vous appuyez sur des trucs et bam, ça se referme comme ça, comme dans le jeu. Et bien là, bam, il y a un truc qui s'est refermé sur vous, puisque oui, les formations à la fac sont non sélectives, mais il y a des taux de zones géographiques qui sont pris en compte. Par exemple, la licence d'histoire à Marseille, ils vont dire, 90% des étudiants, ils doivent être du coin. Et donc, on a le droit qu'à 10% de gens qui ne viennent pas de Marseille. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous allez candidater pour une licence de géographie à Marseille en vous disant, c'est la fac, c'est ouvert à tous. Sauf que ce qui va se passer, c'est que vous êtes, vous avez 20 sur 20 en histoire géo, du coup, ils vont vous classer super haut, ils vont vous mettre 15e de la liste. Et là, Parcoursup va arriver et va faire, non, lui, c'est un Parisien, il n'y a que des Marseillais qui doivent, il y a 90% de Marseillais qui doivent venir, et donc, vous allez être descendu à la 300e place. Et le problème, c'est quoi? C'est que, oui, vous ne serez jamais refusé, mais si la licence, elle est extrêmement demandée et qu'en fait, les 30 premiers, ils ont envie d'y aller, on ne descendra jamais jusqu'au 300e de la liste. Donc, le taux d'accès, là, il sera très faible parce que finalement, c'est une licence qui est très demandée, même si elle n'est pas sélective. Dès que les gens ils l'ont, ils la demandent et vous resterez 300e. Alors, vous aurez votre oui en attente et vous ne serez jamais accepté. Et donc,
Si jamais vous avez une stratégie qui consiste à ne mettre que des licences qui sont en dehors de votre zone géographique, eh ben vous pouvez vous retrouver sans rien, même en ayant mis des licences. Tout ça pour vous dire qu'il faut maximiser vos vœux, non seulement avec des licences, mais en plus avec des licences qui sont dans votre zone géographique. Vous êtes tous de région parisienne, j'imagine. Sachez que à l'origine, la zone géographique, c'était juste, c'était votre fac la plus proche. Par exemple, parce qu'il y avait des gens, il y avait le cas en fait des gens qui sont en région parisienne et qui se disent j'ai envie de faire la Sorbonne. S'ils n'étaient pas parisiens, ils descendaient dans la liste. Depuis 2019, je crois, il y a un sénateur, alors ça c'est vraiment la petite info, parce que je le connais, qui s'appelle Laurent Lafont et qui a milité. Et donc maintenant, il y a un dézonage, ça ne se dit pas comme ça, mais maintenant, Paris-Île-de-France, c'est la même grande zone géographique. Donc vous pouvez, si vous mettez des facs, vous pouvez vous lâcher et mettre la fac dont vous avez envie. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il faut maximiser les vœux, et quand vous prenez des vœux à la fac, il faut les mettre près de chez vous, puisque sinon vous avez un risque de faire des choses comme ça. Alors après, il y a tout un tas de stratagèmes dont j'ai déjà entendu parler, en changeant la domiciliation, bon. C'est très compliqué, donc faites au plus simple. Mais vous pouvez vous permettre de mettre des vœux dans d'autres facs qui sont ailleurs, mais mutualisez avec des facs qui sont plus proches de chez vous. Et donc, une fois qu'on a fait remonter les boursiers et qu'on a fait descendre les gens qui ne sont pas de la zone géographique, on obtient une nouvelle liste. Pour terminer sur cette présentation, le dernier point, donc on refait le cheminement, vous avez candidaté. Les écoles ont fait leur tri, Parcoursup a fait sa moulinette. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, les listes parfois ne ressemblent pas du tout. Il y a une frustration parce que les gens qui font passer les tests et tout, ils ont la liste et puis ils voient la liste finale. Et des fois, il y a vraiment les premières années de Parcoursup, ils disaient mais on a passé des heures à trier les candidats. Et au final, on a l'impression que c'est très aléatoire parce que ça a été redescendu, remonté, notamment dans les facs où ils prenaient beaucoup de temps à trier les candidatures. Et je pense qu'ils en prennent de moins en moins parce qu'en fait, c'est limite si ça fait pas un truc aléatoire maintenant à la fac. Le dernier point du coup, c'est les réponses que vous allez obtenir des candidatures. Puisque, alors j'ai plus la date en tête, le 1er juin, vous allez vous connecter sur Parcoursup et là, pendant 1 mois et demi, vous allez recevoir des réponses, recevoir des réponses, répondre, etc., 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 etc. Pour bien comprendre ce qui va se passer à ce moment-là, sachez que vous avez 3 possibilités de réponse de la part des formations. La formation peut vous dire « oui, je vous accepte ». Dans ce cas-là, vous avez des délais pour répondre. Alors, ça change tout le temps, donc vous verrez. De toute façon, c'est noté vraiment à côté. En général, c'est 5 jours au début et après, ça s'accélère. Vous n'avez plus que 3 jours. Mais tout est indiqué. Vous aurez toutes les infos quand vous vous connecterez au moment des réponses. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est oui, mais vous êtes sur liste d'attente. Et vous allez voir chaque jour votre rang sur liste d'attente qui va augmenter, qui va diminuer, non ça ne peut pas augmenter, qui va diminuer. Vous commencez, vous êtes 150e, vous revenez le lendemain, vous êtes 130e, vous revenez après, vous êtes 90e, etc., jusqu'à être numéro 1 sur liste d'attente. Et normalement, quand vous êtes le numéro 1 sur liste d'attente, le lendemain, vous vous connectez, bim, vous êtes passé en oui, de oui en attente à oui. Et puis la troisième possibilité, c'est non, c'est l'établissement qui vous refuse. Sachez que, comment ça va fonctionner? La première chose, qui est un petit peu effrayante, ou pas, c'est que le premier jour, sur Parcoursup, quand vous vous connectez, 50% des élèves sont sur liste d'attente. Et ça ne change pas d'une année à l'autre. Une personne sur 2 est placée sur liste d'attente partout sur Parcoursup. C'est-à-dire que vous allez vous connecter, vous voyez oui en attente, oui en attente, oui en attente, non, oui en attente, oui en attente, oui en attente. Pour 50% des candidats, c'est ça. Et d'un seul coup, là, c'est un côté anxiogène, on se dit oh non, mon dossier, il est horrible, je suis nul, je vais être pris nulle part, etc., etc. Sachez qu'au bout de 2 semaines, 80% des candidats ont reçu au moins un oui ferme. Donc, en 2 semaines, vous allez au moins avoir une proposition. Pourquoi vous êtes 50% à être sur liste d'attente partout? C'est pas parce que vous êtes nul, hein. Et ça, les écoles, elles le matraquent et elles expliquent non, c'est pas parce que vous êtes sur liste d'attente qu'on veut pas de vous. Au contraire, dès que vous êtes sur liste d'attente, c'est qu'on veut de vous. Mais c'est lié à une chose qui est très très simple et que je vais vous expliquer, comme ça vous saurez. Avant, sur Parcoursup, je vous le disais, on triait ses vœux. Et ça faisait que dès qu'on était pris dans une proposition, toutes les propositions en dessous, c'était annulé. Vous ne saviez même pas si vous étiez pris ou pas, c'était automatiquement, vous démissionniez des vœux qui étaient en dessous. Et donc, la place, si on vous avait dit oui en dessous, automatiquement, c'était réaffecté à quelqu'un. Et ça se faisait avant l'ouverture de Parcoursup. Et c'était fini. Et quand vous vous connectiez, on vous disait, vous êtes accepté sur votre 4e vœu, en attente sur le premier. Tout le reste, et là, vous êtes refusé. Et puis tout le reste, c'est annulé parce que vous avez été pris sur ce vœu. Donc, c'est annulé ici. Sur Parcoursup, vous ne triez pas vos vœux. Donc, la plateforme, elle ne peut pas vous affecter automatiquement à un truc.
Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous avez un excellent dossier scolaire, vous candidatez à 30 formations et vous allez avoir 30 oui. Mais du coup, de manière assez statistique, on va retrouver toujours les mêmes personnes qui vont être classées haut. Parce que si vous avez 19 en maths, que vous avez 19 de moyenne générale, vous allez candidater à plein de formations, toutes les formations vont être en mode oui, on le veut, on le veut, on le veut. Et donc du coup, ils ont une liste qui est leur liste de tous les candidats qui vont classer. Mais s'ils n'ont que 30 places, à chaque fois, ils vont appeler les candidats 30 par 30. Donc ils vont appeler 30 candidats au début ici, et puis ils attendent que les gens y répondent. Et puis finalement, non, lui il va aller ailleurs, lui il va aller hop. Donc ils vont appeler 10 candidats parce qu'ils ont 10 places qui se libèrent, puis ils ont 15 places qui se libèrent, etc. etc. Et c'est-à-dire qu'en fait, le premier jour sur Parcoursup, les élèves qui ont les meilleurs dossiers, ils ont plein de places. Et les gens qui sont en attente, c'est qu'ils doivent juste attendre que les élèves, il a 30 oui. Mais il y a un moment où il va falloir qu'il libère et qu'il dise où est-ce qu'il veut vraiment aller. Et tant qu'il n'a pas libéré ces 29 autres trucs, il y a 29 personnes qui sont en attente parce qu'ils attendent que le meilleur y réponde. Et en fait, c'est ça le fonctionnement de Parcoursup. Et c'est pour ça qu'il faut répondre assez vite parce que pour les autres, ça permet de libérer assez rapidement des vœux. Parce que c'est un système où, oui, c'est celui qui a la proposition, qui la trust, et en fait, on peut avoir jusqu'à, je sais pas, il y a des gens qui ont 50 places, et hop, dès qu'ils libèrent, c'est-à-dire qu'il y a 50 personnes qui d'un seul coup sont soulagées parce qu'ils remontent sur la liste d'attente. Voilà, donc ça, c'est vraiment pourquoi vous êtes sur liste d'attente et pourquoi ça se décante assez vite. Donc ne vous inquiétez pas, ne stressez pas, ça va se libérer et ça se fait relativement vite au début puisque c'est une minorité qui trust beaucoup de place et puis petit à petit, c'est de plus en plus de personnes qui ont de plus en plus de vœux en attente. Ça, c'est le premier point à voir. Le deuxième point à avoir en tête, c'est sur la manière dont vous allez répondre. Je vous le disais, au début, vous allez avoir, mettons que vous avez un oui et puis vous êtes en attente sur tous vos autres vœux. Vous avez la possibilité de dire « Ok, j'accepte provisoirement ce vœu, mais je garde tel autre vœu, tel autre vœu, tel autre vœu, je le garde sur liste d'attente. » Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous êtes provisoirement, c'est pas parce qu'une école vous dit oui que vous devez soit vous inscrire, soit vous perdez. Vous gardez votre place. C'est-à-dire donc, mettons que, allez, je vais prendre un exemple, vous avez mis une licence informatique et vous avez mis plein de BTS informatique. La licence informatique, elle vous accepte le premier jour. Vous avez 5 jours pour répondre, vous répondez vite. Vous dites, ok, j'accepte la licence informatique, mais je garde tous mes BTS sur liste d'attente. Et vous allez vous connecter chaque jour, tac, 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 et bim, il y a un premier BTS qui va vous dire, ah, c'est bon, on a une place pour vous. Et là, vous devez choisir. Alors normalement, vous abandonnez la licence informatique, sauf si le BTS, en fait, c'est pas un BTS que vous aimez. Bon, bref. Mais dans la logique des choses, vous avez ce premier BTS qui vous propose une place. Vous dites, vous pouvez pas garder plusieurs formations qui vous disent oui. Vous avez, voilà, c'est pour ça. Donc vous avez votre licence informatique, vous avez le BTS informatique à côté, et vous dites, moi, je veux partir en BTS informatique. Donc vous abandonnez la licence informatique. Là, hop, génial, ça propose une place à quelqu'un d'autre qui est super content, il sort enfin de la liste d'attente. Et vous, pendant ce temps-là, vous dites, ok, c'est un BTS informatique, mais j'ai 1 heure de trajet. Et sur ma liste d'attente, j'en ai qui sont plus proches. Donc, j'accepte provisoirement le BTS informatique à 1 heure de trajet, mais je garde ceux qui sont plus proches parce que ma place, elle augmente. Et hop, vous allez revenir, tac, 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 et bim, vous allez avoir un nouveau BTS informatique qui arrive. Donc là, hop, vous avez les 2 oui, donc il faut trancher. J'abandonne l'autre BTS informatique, hop, ma place, elle est proposée à quelqu'un qui est super content, génial, il y a une place qui se libère. Et pendant ce temps-là, vous êtes là, mais vous dites, ok, lui, il a une demi-heure, mais j'en ai vraiment un qui est à côté de chez moi, donc je vais attendre. Et en fait, c'est ça, Parcoursup. C'est finalement un système où vous allez avoir des oui qui émergent, comme ça dit, et vous avez des oui que vous avez déjà, un oui que vous avez déjà accepté, tchac, et vous tranchez, tchac, et à tout moment, vous pouvez dire, ok, là, c'est bon, j'ai encore des vœux en attente. C'est pas un jeu, parce qu'il y a aussi des candidats qui prennent un peu comme un jeu en mode, qui m'acceptera jusqu'au bout? Parce qu'il y a un petit côté challengeant. Tiens, j'avais mis ça, en fait, cette formation, j'ai pas envie d'y aller, mais je suis sur liste d'attente, donc je vais attendre de voir s'ils finissent par m'accepter. Et puis quand on vous propose, vous dites, non, en fait, ça m'intéresse pas, je garde le vœu, et puis je m'inscris sur le vœu que j'avais depuis 2 semaines. Il y a des gens qui font ça. Moi, j'aurais fait ça, parce que j'aurais eu la compète dans le sang. Mais en attendant, voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner ce système. Vous allez avoir des vœux où on va vous répondre et puis il faut trancher. Et ça peut être long, ça peut être parfois très long. Parfois, et c'est le conseil que je vous donne, s'il y a une formation qui vous intéresse vraiment et que vous êtes sur liste d'attente, vous ne dites pas que c'est fichu parce que vous êtes sur liste d'attente. Dites-vous, on va tenter et vous attendez le plus longtemps. Pour vous aider à savoir, parce que c'est une vraie question à un moment, parce que quand vous êtes sur liste d'attente, vous dites, mais je peux très bien être en fait tout en bas de la liste d'attente, comme je peux peut-être être tout en haut, et puis ça varie, etc. Vous avez une donnée qui va vous intéresser à ce moment-là. C'est la donnée je vous donne vraiment beaucoup d'infos. Ça va, si vous en sortez, bon. Vous avez une donnée qui est intéressante, c'est le rang du dernier candidat admis l'année précédente. Je vous explique, c'est très simple. Quand vous allez recevoir votre réponse, en fait, vous allez avoir 2 infos.
Vous allez avoir votre rang dans la liste d'attente, qui est le rang qui évolue tous les jours. Vous êtes 20e, vous êtes 18e, vous êtes 3e, vous êtes premier, etc. Et vous allez avoir une deuxième information, c'est votre rang sur la liste d'appel. Quel était votre classement au tout début? Genre, vous étiez classé 300e. Sur les 2000 candidats qu'il y avait, vous étiez classé 300e. OK? Ensuite, ils ont appelé 100 candidats. Donc, vous étiez, logiquement, 200e sur la liste d'attente. Mais vous restez 300e sur la liste d'appel. Ça ne bougera pas. Que vous soyez admis ou non, la liste d'appel, elle ne bougera pas. Il y avait 1000 candidats, vous avez été mis 300e, ça ne bouge pas. Par contre, au début, ils acceptent 100 candidats, donc il y a 200 candidats qui sont sur liste d'attente. Et puis petit à petit, ça va évoluer, ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser. Et puis votre rang sur la liste d'appel, sur la liste d'attente, il va évoluer. Le rang du dernier candidat admis l'année précédente, il vient vous dire l'an dernier, sur tous les gens qui avaient candidaté, on est descendu jusqu'au 800e dans la liste d'appel. Donc dans la liste qui ne bouge pas, on est descendu jusqu'au 800e. Si vous, dans la liste qui ne bouge pas, vous êtes 300e, vous avez vos chances. Si sur la liste qui ne bouge pas, vous êtes 2000e, statistiquement, même si vous êtes sur la liste d'attente, vous n'avez pas de chance d'être pris. Donc c'est aussi un moyen de savoir, parce que quand on arrive au mois quand ça fait 2-3 semaines que le truc il est fait, qu'on a enfin envie d'avoir une réponse, ça permet de vite se dire, oui, je continue à attendre ou non, je continue pas à attendre. Donc vous le verrez, rang du dernier candidat appelé l'année précédente et le rang sur la liste d'appel. Et la procédure complémentaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais ça c'est la phase principale. Pour les vœux en initial, vous avez la même chose, ça fonctionne pareil sur les vœux en alternance. Et la procédure complémentaire, c'est à partir de mi-juillet, toutes les formations où il reste encore de la place pourront vous proposer des places restantes. Vous allez voir, le modèle de l'alternance, il est très particulier parce qu'en fait, vous allez recevoir des réponses de formation, mais ça sera, elles vous acceptent sous réserve que vous trouviez une entreprise. Et en fait, vous allez candidater à plusieurs BTS en alternance. Vous pouvez avoir plusieurs BTS en alternance qui vous acceptent, mais la seule condition, c'est que vous trouviez une entreprise. Et donc, vous, tout votre rôle et toutes les questions, si vous avez un peu envie de challenger les formations, les personnes qui sont présentes aujourd'hui à l'IFAG, tout le sel, c'est de savoir comment ils vous accompagnent à trouver l'alternance. Et c'est là où vous allez faire le distinguo. Et là, pour le coup, l'IFAG, c'est le placement, c'est comme ça qu'on appelle. L'IFAG, elle est plutôt bonne là-dessus. Vous allez voir qu'il y a des écoles que vous allez rencontrer qui acceptent tout le monde en alternance, mais qui laissent beaucoup les élèves se débrouiller. Et en fait, c'est vous qui devez venir avec l'entreprise, avec la chose. Alors qu'à l'IFAG, je sais que la logique, c'est vraiment de vous accompagner à trouver. Ils ont des réseaux d'entreprises, partenaires. Et c'est ça qui fait la différence dans toutes les formations que vous allez avoir en alternance. C'est de savoir quelle est l'entreprise, quelle est l'école qui vous permettra de trouver et de vous aider à trouver une entreprise. Donc voilà, vraiment, s'il faut retenir les conseils, c'est 1. Soyez très vigilant sur le calendrier, c'est le plus important. Loupez pas les deadlines. Parce que quand vous loupez les deadlines, je vous ai dit, vous pouvez modifier les trucs, mais c'est toujours relou. Donc 1, soyez très vigilant là-dessus. 2, soignez les lettres de motivation. Faites des choses personnalisées. Faites des choses qui montrent qui vous êtes. Laissez vos parents corriger les fautes, mais ne les laissez pas écrire parce qu'un directeur de formation va reconnaître la manière de parler de quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. Maximisez vraiment, et ça c'est mon conseil, mettez le plus de vœux possible. Et vraiment, c'est pas parce que vous voulez faire tel BTS que vous devez juste mettre tel BTS. Je vous souhaite d'être pris, mais mettez d'autres choses qui peuvent vous intéresser parce qu'il vaut mieux être pris dans une formation un peu tampon, le temps de faire des admissions parallèles après. Puisque vous le voyez, puis il y a souvent son truc, j'ai pas envie de perdre un an à faire quelque chose. On perd jamais des années. Moi, j'ai commencé par faire une prépa scientifique, c'était horrible. Enfin, les prépas scientifiques sont très bien, mais pour moi, c'était horrible. Je suis parti finalement dans une école post-bac et c'était beaucoup mieux, ça m'a correspondu. Donc vraiment, et j'ai perdu un an sur le papier, mais en fait, c'était très bien parce qu'après, j'ai fait plein de choses qui m'ont plu. Donc voilà. Et surtout, oui, ne stressez pas. Bon, c'est facile à dire, mais vraiment, il y a plein de choses qui peuvent être stressantes. On est sur liste d'attente, on fait des choses comme ça. Mais gardez en tête que vous devez obtenir une formation et que vous allez l'obtenir. Et que si vous avez maximisé le nombre de vœux, si vous avez mis tout en place de votre côté pour que ça réussisse, il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas. Soyez dans un moment de dialogue aussi avec, il y a quelques parents, je pense, dans la salle. C'est le moment de dialoguer aussi, d'être à l'écoute parce que parfois vous avez, et ça c'est aussi valable pour les plus jeunes, mais n'oubliez pas que vos parents, ils ont aussi une vision du monde de l'enseignement supérieur quand eux, ils ont fait leurs études et ça a beaucoup, beaucoup évolué. Donc si vous avez vos parents qui vous disent non, faut pas faire ça, ça marche pas, il n'y a pas de débouché,
emmenez-les sur les JPO avec vous pour qu'ils se rendent compte qu'en fait ça fonctionne. Voilà, en tout cas, bon courage. Je pense que vous pouvez retourner auprès des équipes, poser des questions. Moi, je suis à disposition quelques minutes si vous avez des questions plus personnelles. Merci beaucoup en tout cas.